Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Salut à toutes et à tous. Alors, on a eu des petits problèmes techniques pour commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça, je ne vais pas faire l'intro pour rien. Jonath, toi qui es sur le chat, tu es encore là. Dis-nous si tu nous entends bien. Yes, on t'entend bien. Bon, nickel. Bon, bien, bienvenue sur Vision, en tout cas, et sur notre premier live. Désolé pour les petits soucis techniques. Confinement oblige, aujourd'hui, on se retrouve avec un format assez spécial. Pour commencer, déjà, cette vidéo sera enregistrée et du coup, vous pourrez retrouver ce live sur Twitch et aussi sur YouTube après la diffusion. Vous avez le chat pour interagir avec nous pendant toute la durée du live, donc n'hésitez pas à discuter, à nous poser des questions. Au programme aujourd'hui, comme vous voyez à droite de l'écran, on a 3 parties. On va parler confinement créatif. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pendant le confinement en tant que photographe et artiste? On va du coup parler de ça, un hashtag d'ailleurs confinement créatif qui a été lancé par Jonathan Bertin. On va aussi parler de confinement culturel. J'ai mes petites notes ici, je vous les remets pour ceux qui étaient là tout à l'heure. On va vous donner des listes de livres et de films à voir pendant le confinement. Et du coup, dernière partie confinement administratif, des petits conseils qui sont très utiles pour les freelances et les photographes. Aujourd'hui, pendant du coup justement la crise du coronavirus, j'ai l'impression d'être un journaliste télé. En tout cas, bienvenue à tous et du coup, je serai accompagné par 3 invités, 3 amis qui sont aussi photographes et vidéastes, qui sont William, Paul et Charlie. Hop, et puis Augustin, la prod qui nous gère ça. Là. Salut William. Yo. Salut Paul. Salut, ça roule? Et salut Charlie. Bon, du coup, on va regarder le chat en même temps. Est-ce que c'est bon pour vous niveau écho là? Est-ce que c'est mieux? Quelqu'un nous dit yes, ça marche. Bon, bah, très cool. Ça marche. Génial. Parfait. Top. Bravo. Parfait. Augustin. Bon, bah, bravo Augustin qui est à la prod. On va pouvoir lancer du coup ce live. N'hésitez pas à repartager le lien Twitch à vos followers sur Instagram, que tout le monde puisse être là. Déjà, avant de lancer le confinement créatif, avant de lancer le sujet, moi j'ai fait un sondage sur Instagram en demandant si le fait de sortir de chez soi pour faire des photos, quand on a bien sûr une carte de presse et une autorisation valable, est un comportement égoïste. J'ai eu beaucoup de retours. Nous, on tient en tout cas, avant de commencer, à dire qu'on incite évidemment personne à sortir de chez soi. On doit trouver des idées et les gens qui documenter son intimité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même un bon conseil de rester chez soi et surtout ne pas vraiment forcément aller dehors et faire des photos. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut rester chez soi. Et clairement, je comprends moi de mon côté. Augustin, si tu nous entends, laisse en 4K. Voilà, là je pense que tout le monde nous entend. Okay. William, n'hésite pas à yes. dire. Ok, donc du coup, je répète ce que j'étais en train de dire. Non, mais en gros, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faille rester chez toi. Je comprends la tentation.
sur le fait de vouloir aller témoigner d'un Paris vide, de quelque chose qu'on vit, qui est en tout cas visuellement assez incroyable. Après, à côté de ça, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter de chez soi et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focus et garder en tout cas l'extérieur pour plus tard et laisser les autorités faire leur travail. Ouais, je suis assez d'accord sur. Ouais, vas-y, Charlie. Non, je suis assez d'accord sur le côté documenté. C'est vrai que c'est une question intéressante, mais la situation est un peu sérieuse et c'est vrai que, comme dit Will, si on peut le faire chez soi et faire plein d'autres choses, c'est mieux, je pense. Yes. Et Ouais, du coup, non, de ouf. tu le faisais même avant, quand tu étais chez toi, tu faisais souvent des shoots, même en conditions studio, de chez toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Ouais, alors, pour juste rajouter une petite couche là-dessus, il faut pas oublier que quand on fait des photos, on témoigne de quelque chose. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se poser la question sur qu'est-ce qu'on peut témoigner de chez soi, qu'est-ce qu'on peut raconter. Et effectivement, il y a quand même énormément de techniques qu'on peut utiliser chez soi pour raconter des histoires. Et en particulier, c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de tests chez moi. En fait, du coup, je prenais des références d'images que j'aimais bien avec un éclairage particulier. Et du coup, j'essayais avec tout ce que j'avais chez moi de reproduire cet éclairage. Le plus dur étant, c'est surtout de trouver un sujet quand on est chez soi. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais si on n'a pas de sujet, pourquoi pas se prendre soi-même en tant que sujet? Pourquoi pas explorer ce truc-là? Faut pas oublier que quand on crée du contenu, on n'est pas forcément obligé c'est pas obligé que ce soit posté. Ça peut être dans un second temps, un troisième temps, un quatrième temps. Et donc du coup, c'est vrai que l'utilisation, c'est vrai que j'ai pas mal utilisé de Flash Cobra en déporté, sur lequel devant je venais mettre soit des boîtes de pâtes pliées pour faire des petits traits, j'ai scotché des trucs, j'ai vraiment essayé un maximum, vu que de toute façon c'était un truc que je faisais chez moi, je le faisais sans pression de rendu, parce qu'en fait il faut quand même profiter de ce moment-là pour, si en tout cas on n'est pas atteint, pour essayer de profiter de cette non-pression de rendu. J'entendais hier Johan sur le live de Jonathan qui disait que lui, ça lui permettait en tout cas vu que tout le monde était au même point et qu'il y avait moins de bastons sur les projets, du coup ça lui permettait de prendre son temps. Et c'est vrai que je pense que c'est le moment d'essayer plein de choses. Et j'ai un pote, Teddy par exemple, qui s'est mis à faire des autoportraits. J'ai trouvé ça cool. Je trouve que chaque démarche un peu qui sort de ça est assez chouette. Et on peut utiliser plein de trucs. Moi, quand j'ai commencé, j'ai utilisé des lampes de bureau pour faire ma light, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment l'éclairage fonctionnait sur un visage. J'ai vraiment, enfin voilà. Et par rapport au sujet, je réfléchissais tout à l'heure, je le fais pas parce que du coup je me suis lancé dans les streams et tout, mais je trouve que par exemple le fait de commenter, pas de commenter, mais de raconter ce confinement avec sa propre manière de le voir, ça peut être la même photo tous les jours à sa fenêtre. Il y a plein de petites idées comme ça. Ça peut être les courses qu'on fait, mise en scène. Il y a plein de choses où on peut raconter ce confinement à sa manière et de manière créative. Paul, toi, tu avais une idée d'ailleurs, tu en as parlé récemment. C'était quoi déjà? Ça parlait de screenshots. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Il y avait tout un processus sur le fait que moi qui aime beaucoup photographier dans la rue, là il y a vraiment ce truc aujourd'hui, les rues sont vides, ça peut être aussi attractif, mais au-delà de ça, il faut quand même privilégier le fait de rester chez soi. Oui, moi c'était autour un peu de tout ce délire, tu vois, il y a des gens qui ont photographié pour nous, comme Google ou d'autres services qui ont un peu cartographié, tu vois, des espaces. Et je trouvais intéressant du coup de venir rechercher, tu vois, des photographies sur Google Maps. Alors il y a des artistes qui ont travaillé autour de ça, sur la question, tu vois, de capturer des screenshots et tout, même pendant des lives ou sur Google Maps. Moi je sais pas, j'étais en train de réfléchir à un truc autour de l'image dans l'image, sur en fait il y a déjà eu une cartographie, tu vois, de nos rues, plus ou moins vides. Pourquoi pas venir rechercher, tu vois, des choses intéressantes dans Google Street View
Ouais, ou même d'autres choses, je pense. Là, c'est vraiment tout début. Hein. On en a parlé hier avec Alio. Donc, de faire une série sur des récent. captures de rues vides sur Google Street View, ça peut être intéressant. Il y avait quelque chose autour de ça qui me faisait tilter. Après, pour revenir sur l'autoportrait, d'ailleurs, j'y avais pas du tout pensé que William soulevait. Voilà, oui, il lance T'as des grands photographes, tu vois. Non, mais ça m'a tout de suite joué un petit peu au travail de Cindy Sherman. En fait, qui est vraiment une photographe africaine, qui s'est déguisée, qui s'est mis en scène, qui s'est transformée en personnage à travers des références de séries télé. Voilà, elle a un peu capté, on va dire, toutes les typologies de sa société pour le retranscrire sur elle. C'est comme si demain, je sais pas. Cindy Sherman. Enfin, ça veut tout dire, tu vois. Sur des années, elle l'a fait en plus. Donc là, nous, 2 semaines. Ouais. Ça a été fait au fur et à mesure et je pense qu'après même photographier même depuis chez soi, je sais pas, il y a un truc, un espèce d'observatoire photographique qui se crée, enfin je sais pas, il y a un truc à explorer. Je pense que c'est encore un peu tôt pour carrément, mais c'est bien d'avoir des idées comme ça. Projets, mais je pense qu'il y a des trucs à creuser, ouais. Toi, Charlie, du coup, tu profites d'être chez toi pour lancer aussi des streams, donc varier un peu les contenus. Tu es aussi sur Twitch. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je me suis plus axé. Pour l'instant, j'ai pas eu trop d'idées, à l'inverse de Paul ou de William, sur des idées de création de nouveaux contenus. Du coup, je me suis un peu j'ai réfléchi à comment utiliser tout le contenu que j'ai déjà, en fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à la réutilisation de ça. Donc, essayer de nouvelles plateformes. J'ai passé du temps à faire des TikTok, par exemple. Je me suis lancé là-dessus et en fait, en parcourant toute ma librairie de shoot et tout, je me suis rendu compte que je pouvais raconter plein d'histoires sur tout ce que j'ai fait au cours de ma petite carrière pour l'instant. Et c'est assez marrant de replonger en fait dans du contenu qu'on a déjà et d'en faire autre chose, en fait, de le repenser différemment, de raconter quelque chose de différent. Parce que c'est vrai qu'en général, on poste ça sur Insta et voilà, ça, après ça se noie dans le reste et c'est fini. Et c'est bien, je trouve, de se replonger là-dedans et de le réutiliser, le remanier. Maxi qui nous dit très propre tes dernières danses en slip léopard sur TikTok. Écoute, merci. Tu nous surprendras toujours, Charlie, en tout cas. Tout ça, c'est des bonnes idées. Donc, varier les contenus, l'autoportrait, studio, lumière studio. Est-ce que vous avez d'autres idées de votre côté puis vu que Paul, tu as publié une photo récemment qui n'était pas pendant le coronavirus, mais c'est une photo que du coup, les gens peuvent reproduire aujourd'hui. Ouais, non, ça évoque un peu ce que Charlie disait. Prendre le temps peut-être de revoir ces images. Après, c'est vrai que là, cette image que j'ai postée, la dernière, c'était pour aussi faire passer un message de rester chez soi et tout. C'est une photo que j'ai prise chez moi il y a quelques temps déjà, je pense il y a au moins 1 ou 2 ans. Et ça parlait au contexte actuel et c'était utiliser l'image pour aussi faire passer un message. Mais je pense que reprendre le temps de revoir ces images, de venir retravailler des choses, ça peut, je pense, découler sur des idées de série, réfléchir un peu sur son travail, peut-être venir assembler des choses ensemble. Carrément. Je pense qu'il y a un truc autour de ça, plus de la curation de son propre travail. Mais son propre travail, ça coupe un petit peu. Un moment. Si vous avez des idées, en tout cas sur le chat, des idées créatives, n'hésitez pas à les partager. William, tu voulais dire un truc? Ouais, je me disais, c'est peut-être aussi le moment d'écrire pour de vrai. Dans le sens où c'est vrai que quand on est poussé par la machine du temps, en règle générale sur les réseaux. Pas moi dernièrement, vu que j'ai rien posté depuis 2000 ans. Mais est-ce que c'est pas le moment aussi parce que souvent on limite la photo à effectivement ce médium visuel, à cette image-là, mais on oublie tout ce qu'on peut avoir autour, tout ce qu'aujourd'hui le digital nous amène aussi, et c'est peut-être le moment, de clairement raconter ce confinement. On vit tous à sa manière, et c'est peut-être aussi le moment de faire des projets collectifs, de proposer à des gens de raconter le confinement à plusieurs, de faire des séries de, je sais pas moi, de 4 images avec des textes. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, et finalement c'est aussi peut-être le moment de sortir des codes qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de voir c'est souvent à celui qui va aller le plus loin en voyage ou qui va avoir la plus grosse star en photo. Là, maintenant, c'est plus possible pour non pas 15 jours, mais moi, je pense plus que ça.
Mais j'ai pas de pote au ministère au ministère de l'Infirmière. J'ai pas reçu de message WhatsApp. J'ai pas reçu de message WhatsApp, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais du coup, maintenant que tout ça est coupé, on est tous finalement face à juste nous-mêmes, juste là où on habite. Et c'est peut-être aussi le moment de casser un peu ces codes-là, de casser ces trucs-là, de feed parfaits et de trucs comme ça pour essayer justement d'aller chercher des choses plus intéressantes. Et d'ailleurs, moi, je trouverais que ça serait cool si à un moment donné, vous pouviez faire un point, en particulier Paul et Alio, sur ces histoires de séries, juste rapidement sur comment ça fonctionne, comment vous le réfléchissez, parce que je trouve qu'on a perdu un peu cette habitude-là, et pourtant aujourd'hui sur Insta, on peut poster plusieurs photos à la suite, et voilà comment on les imagine, qu'est-ce qu'on appelle une série. Je pense que ça peut intéresser les gens, et en tout cas, moi, ça m'intéresserait, donc même si ça ne vous intéresse pas sur le chat, ça m'intéresse. Clairement, on avait prévu d'en parler dans la 3e partie, on va en parler. Justement, l'editing, qui est une partie importante, ça sort des blagues un peu, genre, on les connaît, mais l'editing, qui est une partie importante chez tous les photographes, on va en parler à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin du live. On va passer à la 2e partie, qui est le confinement culturel. Du coup, justement, c'est important. J'avais une mouche, du coup, j'ai chassé. C'est intéressant. C'est important pendant le confinement. Ouais, en fait, les menus du podcast. C'est important justement d'avoir des refs de livres et de films. Et du coup, nous, on voulait vous en donner quelques-unes de ces références. Je vais commencer du coup par les livres photos. Après, on va passer à Paul. Je vous ai préparé une petite sélection de livres. Le premier, c'est Street Photography Now. Je ne sais pas si vous voyez sur le chat. Je sais pas si la Bible. À quelque chose de le montrer comme ça à la caméra. Mais c'est un livre en tout cas qui regroupe par thème les meilleurs photographes de rue. Donc c'est un très très bon livre. Et c'est maintenant qu'il faut le feuilleter, qu'il faut le regarder. Un autre livre, Eamon Boyle, Dublin Trilogy. Bon, excusez-moi pour l'accent, mais c'est du coup un ouvrage de photographie de rue irlandais que je viens de découvrir. Il y a de la photo en noir et blanc, il y a de la photo en couleur, avec une vision très très intéressante de l'espace urbain. D'ailleurs, toutes ces références que là on vous donne pendant le live, on vous les enverra, on vous les mettra en bas dans la rediff, et puis on vous les mettra aussi sur Instagram. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Il y a 5 livres. 3e livre, 50 ans de photographie française. Alors celui-là, il est très 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 long. bon livre. Je peux faire un peu d'alter avec pendant le... Non, vraiment très bon livre. Mais du coup, c'est un livre de Michel Poivert, qui est un historien de la photo. Si vous avez suivi les podcasts, du coup, on nous dit, mais on peut plus aller à la librairie. Mais pour l'instant, on peut aussi se faire livrer des livres. Possible. Sinon, Alyosha, il va vous le lire. Alyosha, le soir, il va vous faire des lives, il va vous le lire. Des lives lecture. Des live lectures. Des live lectures. D'ailleurs, des petites comptines, des petites histoires, vers 22h, 23h. C'est même de l'ASMR des fois. Mais du coup, c'est l'histoire de la photographie française de 1970 à nos jours. C'est très très intéressant parce qu'il y a du texte, il y a des photos, il y a des très très bonnes photos. Et du coup, je vous le conseille vivement. On finit sur 2 livres. Celui-ci, c'est Alex Prager, Silver Lake Drive. Du coup, en gros, c'est une photographe américaine qui est connue pour ses mises en scène et ses photos hyper réalistes. Donc, c'est Alex Prager, c'est un peu la nouvelle vague un peu de photographes qui arrive en ce moment et qui est une très très bonne photographe américaine, Alex Prager. Et pour finir, puisqu'on ne peut plus voyager en ce moment, on ne peut plus prendre l'avion, et un bouquin sur les aéroports de Harry Gruyère qui s'appelle Last Call. William est parti en plein live. C'est son dernier livre, ça d'ailleurs. C'est son dernier livre. Il s'appelle Last Call. C'est un livre sur les aéroports. Voilà. C'est son dernier livre d'ailleurs qu'il a publié. Paul, à toi pour les petites sélections de livres. Est-ce que ça vous a plu sur le chat? Ouais, c'est vrai. J'ai fait un petit top 5 de livres que j'ai achetés récemment ou même pas. En vrai, c'est assez éclectique. Dernier livre que j'ai acheté
focus. Alors, Il faut le laisser sur les 4 en fait. Peut-être Augustin Ouais, va laisse sur les essayer 4, de régler. Vous m'entendez, vous? Sur le chat, c'est bon? Allô, allô? Sur le chat, c'est bon, les gars. Yes, vas-y, Paul. Tu disais du coup un photographe japonais. Fragment of Everyday Life, Suda Issei. J'espère que je prononce correctement. Photographe japonais. C'est un livre voilà, qui réunit son travail qu'il a élaboré, qu'il a photographié dans les années 80, qui est sorti en 2018. C'est de la photographie couleur au moyen format. Je pense de la pellicule positive. Les couleurs sont absolument incroyables. Le printing est magnifique. Et c'est vraiment voilà, des détails, des scènes de vie, du quotidien, on va le dire, de la vie japonaise. Et on retrouve aussi des séries de Polaroid qu'il a fait tout au long de sa vie. Ils sont voilà, vachement oniriques comme travail vachement sur son quotidien. Vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est vraiment coup de cœur. Rebalance-nous le nom, comme ça tout le monde l'a en tête. Fragment of Everyday Life. Coup de cœur, je pense, que j'ai acheté récemment. D'ailleurs, on l'a acheté à Berlin avec Alio et Charlie chez Bill Bend. Super librairie à Berlin, d'ailleurs, si vous y passez. Quand tout ça c'est fini, surtout. Non, autre livre que j'aime beaucoup, Darkness de Mark Cohen, qui a été publié en 2013 avec les éditions Xavier Barral en coédition avec Le Bal. C'est très très bon livre qu'ils avaient fait au Bal. Grosse rétrospective sur le photographe américain Mark Cohen. Voilà, et donc c'est vraiment lui aussi, on est un peu dans la même approche que le photographe japonais Suda Issei. Lui, il photographie vraiment sa petite ville en Pennsylvanie. Son quartier, il élabore voilà, des snapshots chez lui, et c'est assez dingue. C'est papier blanc au flash et un peu de couleur, mais c'est vraiment un gros coup de cœur sur ce photographe et sur cette édition. Marc. Non, il y a aussi Les Gorgons de Mathieu Pernaut, travaille sur plus de 20 ans avec la famille des Gorgons qu'il a photographié à Arles, tout au long de son travail. Là, c'est un gros livre des éditions aussi Xavier Barral sur tout ce travail qu'il a fait depuis 80, des photos d'archives, des photos qui ont été faites à l'époque et des photos qu'il a fait plus récemment. Vraiment très. D'ailleurs, j'ai acheté avec un pote qui suit le live, Monsieur Maton, le dernier livre de Todd Ido, House Hunting, qui est un livre assez grand, qui fait au moins, je sais plus trop les dimensions, mais qui est assez grand. Le printing est magnifique, les images sont vraiment imprimées en pleine page dans l'ensemble. Et donc ça, c'est un travail qu'il avait déjà publié. Là, c'est une réédition qu'il avait publié en 2001. Donc là, c'est vraiment top. C'est des maisons en fait qui photographient, des maisons à la campagne, des maisons en banlieue. Pareil, il nous fait entrer dans un espèce d'univers assez ouf où il y a vraiment qu'une fenêtre parfois allumée. Enfin, il faut regarder un peu son travail. Todd Ido, photographe américain. Les approches sont un peu similaires avec Mark Cohen parce que lui, il photographie aussi autour de chez lui. Et le livre House Hunting est un super livre. Notre livre, bon, après c'est vraiment le dernier dans ce top. Yes. Un livre de Eamon Doyle aussi que j'ai choisi, qui s'appelle End, qui est entre le livre et l'édition avec des prints à l'intérieur. Il s'appelle D1 et qui a un travail en fait qui regroupe tout son travail qu'il a présenté à Arles en 2016. Où en fait on retrouve voilà, des prints, on retrouve tout un ensemble de motifs qu'il a travaillé, mais essentiellement voilà, des photos de rue, des photos en couleur. Super livre, End, qui est un espèce de coffret. Malheureusement, j'ai aucun livre avec moi parce que je suis pas chez moi pendant ce confinement, mais du moins allez checker tous ces livres. Franchement, c'est mes livres presque préférés en ce moment que j'ai pu consulter ou reconsulter. Super livre. Bah, merci beaucoup pour les rêves, Paul. Franchement, Paul, t'es passionnant. Très passionnant. Merci, ça me fait plaisir.
Alors, on est entre passionnés. On est entre passionnés ici. Hein. Je te verrais bien sur Arte. Ouais. Écoute, ça m'arrive. Oui, sur le podcast Vision en même temps. Donc, écoute, on sait pas. Un petit partenariat. Ça peut arriver. En tout cas, on vous mettra toutes les rêves de ces livres juste en bas dans la rediff. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. On passe, si d'ailleurs vous avez des rêves de livres et de films, parce que là, on va parler de films aussi, à regarder pendant le confinement, des films du coup qui sont liés un peu à l'image. Hein. N'hésitez pas à nous les partager sur le chat, pareil. Moi, je vais vous donner quelques films, pas vous donner tous les résumés, parce que sinon ça va être trop long, mais c'est des livres qui sont assez connus, qui sont liés à la photo, mais que voilà, c'est des classiques j'ai une idée de bouquin. À voir et à revoir. Alors, William a eu une révélation. Vous l'avez vu sur sa tête. Vous l'avez vu sur sa tête, si vous voyez. Il y a eu une petite illumination. Il est parti le chercher. Il est parti le chercher. C'est du live, les conditions du live. On ne mettra pas une petite musique d'ascenseur en attendant. Oh non, allez, on va combler le vide, mais ça c'est du Will. Hein. C'est spontané. C'est spontané. C'est ce que les gens aiment ça. Alors Will, présente-nous ton livre. On t'écoute, mon Will. En plus, c'est pas une blague. Ça s'appelle The Photographer Playbook. Alors, c'est pas un livre photo, il n'y a pas de photo dedans. Mais c'est un livre dans lequel 307 photographes. Par contre, parle un peu plus fort parce qu'on a une église derrière, on n'entend pas très bien. Désolé, c'est parce que ça s'ambiance. Donc, en gros, c'est 307 exercices par des grands photographes. Donc, c'est des exercices qui sont assez... alors, tout n'est pas possible de faire maintenant parce qu'il y a beaucoup d'exercices, par exemple, sur le lieu de travail, sur le trajet et tout ça. C'est des trucs qui sont un peu barrés, il faut parler anglais, mais c'est très, très, très intéressant. Et c'est des exercices de grands photographes qui donnaient à leurs élèves pendant des workshops. Et donc, il y a toujours un truc un peu poussé qui n'est pas du tout technique, mais qui est plus sur l'écriture et qui est plus sur la créativité. Et c'est cool, assez génial. Je trouve que c'est cool parce qu'il y a plein de bonnes idées. Justement, j'aurais dû le feuilleter pour vous donner des idées. Mais voilà, le photographeur Playbook. Yes, il n'y a pas d'image, mais c'est chambé. Voilà. En plus, des idées d'exercice pendant le confinement, ça peut être très cool. Très cool. Merci mon gars pour cette rêve. Du coup, on passe au film. Là. J'ai déjà vu Jonathan qui nous dit dernier livre acheté, F for Aliens de Léo Bern. Ouais, très bon photographe Léo Bern. L'approche est vachement différente de ce qu'on voit habituellement, c'est génial. Léo Bern, c'est un photographe qui a été exposé aussi récemment à Paris, donc du coup il n'y a plus d'expo en ce moment. Mais son travail est génial. Moi j'aime bien pour ma part. On a aussi L'armée des 12 singes, N. Branier qui nous dit ça. Du coup, on passe au film. Bon, le gros classique, Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour. Voilà, gros film qui... Du coup, est vachement, on est en plein dedans. Fenêtre sur cour, c'est l'histoire d'un photographe reporter qui est contraint de rester chez lui en fauteuil roulant, et du coup, il va voir la vie de ses voisins avec des jumelles, et du coup, il va analyser les comportements, et va voir il y a plein de choses qui se passent. Et c'est un très bon film aussi en termes de composition. C'est un film tout simple, c'est un huis clos, ça se passe dans le même endroit, dans son appartement, mais très intéressant. Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour. Je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui l'ont déjà vu. Blow Up d'Antonioni, deuxième film. C'est un film qui a été beaucoup critiqué pour son côté misogyne, mais voilà, c'est l'histoire d'un photographe de mode londonien qui trouve des photos étranges, de beauté mystérieuse. Bon, il est témoin d'un meurtre, etc. C'est une histoire assez poussée, mais lui-même est photographe studio. Donc c'est intéressant d'avoir comme premier rôle un photographe. Après, on passe au documentaire, À la recherche de Viviane Mayer. Ça, je pense que beaucoup de monde l'ont vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, les gars. Ouais, de ouf. Ouais. Mais je ne sais pas si on nous entend, parce qu'on ne voit que toi sur le live. Donc, je ne sais pas si... Alors, je pense qu'on vous entend aussi. C'est l'histoire, en tout cas, d'une inconnue, Viviane Mayer, qui a été reconnue après sa mort comme l'une des plus grandes photographes de rue du XXe siècle. Voilà l'histoire de Viviane Mayer. Et c'est un très bon documentaire de Charlie Siskel et John Malouf. John Malouf qui est la personne qui
justement, qui a découvert, on nous dit, on t'entend en voix off, oui, bon. Ok. Qui a découvert justement cette photographe Viviane Maier. Le sel de la terre de Giuliano Salgado, qui est le fils du grand photographe et Wim Wenders, et c'est un documentaire sur le fameux photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. Forcément fan de son travail, par contre le documentaire est incroyable. Le documentaire est super bien fait, donc je vous le conseille fortement. Petit bonus, je ne sais pas si vous connaissez la série, je ne sais pas s'ils peuvent réagir d'ailleurs, si tu peux mettre Augustin les 4 cams, comme ça on peut réagir. Mais je ne sais pas si vous connaissez la série sur Arte qui s'appelle Blow Up. C'est une série, c'est sur le cinéma. Et du coup, justement, il y a une vidéo qu'on vous balancera ensuite en lien qui s'appelle Le photographe au cinéma. Et c'est justement des films qui sont en lien avec la photographie et les photographes. Blow Up, Arte, Le photographe au cinéma. Voilà pour mes quelques refs. J'espère que ça vous a plu. J'en ai une, si tu veux, documentaire. Bah, bien sûr, vas-y. Yes. C'était un documentaire sur Franca Sozzani, qui était une photographe Vogue Italia, qui est maintenant décédée. Ils ont fait un docu, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé, je sais plus si c'était, pas sûr que ce soit sur Netflix, je sais plus. Je dirais une bêtise, mais en fait, tu m'as fait me rappeler de ce docu. C'était très intéressant en fait sur comment, en fait, elle est arrivée avec ces images très fortes qui ont fait un peu de bruit à l'époque. Et en fait, elle suivait un peu l'actualité et tout ce qui se passait, les sujets un peu edgy. Et en fait, elle faisait des shoots avec des thèmes justement qui dénonçaient un peu certaines choses dans le contexte mode. Et c'était vraiment intéressant comme docu. Cool. Du coup, redonne-nous le nom, comme ça tout le monde. Alors, la photographe, c'est Franca Sozzani. Et en fait, le docu, ils l'ont commencé avant sa mort en fait, et c'est sa fille qui a continué, et je crois qu'il est sorti après sa mort. En fait, j'ai pas assez d'infos là. Bah écoute, mais les gens iront voir, ça va bien d'avoir balancé la ref. Je sais pas si vous les gars, Will et Paul, vous avez aussi d'autres rêves de films qui sont pas nécessairement liés à la photo, mais qui sont cool au niveau composition, au niveau. Bah moi hier j'ai regardé Crazy Stupid Love et franchement j'ai bien rigolé, même si ça n'a rien à voir avec la photo. C'est l'histoire de... bref, c'est assez drôle. Mais sinon, je pensais à une série de DVD que j'avais, qui s'appelait Contact. Top. Plein de grands photographes qui expliquaient leur planche Contact et pourquoi ils avaient choisi telle photo. Je sais pas où est-ce que ça se trouve, mais ça s'écrit Contact comme... C-O-N-T-A-C-T-S. Super, il y a... Si, c'est comme ça. Contact, avec un S à la fin, On le trouvait en DVD, je sais pas si on peut le trouver en streaming. Ça se trouve sur VOD en Arte, la VOD d'Arte, D'accord, d'accord. Ouais. Cool. Il y a Chris Viale, je suis désolé si je prononce mal ton nom, en docu sur Netflix, le photographe de Mauthausen, le photographe qui documente un camp de concentration nazi. Et écoute, on ira voir ça sur Netflix. Surtout que c'est Netflix fort en ce moment, avec le confinement. De votre côté, Paul et Will, Will, tu viens d'en balancer une rêve. Paul, je sais pas si tu as des idées aussi de films. Dernier film là-dessus que j'avais vu sur un documentaire, c'était le documentaire de Gilles Caron, Histoire d'un regard. Il doit pouvoir se trouver à la VOD. Donc Gilles Caron, français. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, mais je pense que... Bon, après, je sais pas, j'ai pas les updates des Cinoche, mais si c'est pas là, ça devrait pas non plus, je pense, trop tarder en VOD. Histoire d'un regard, donc Gilles Caron, photographe français qui a disparu à l'âge de 30 ans au Cambodge. Et du coup, c'est un peu l'histoire de sa vie, de comment il a commencé, comment il en est arrivé à devenir les plus gros photoreporters français, à documenter mai 68. Vraiment, c'est un très très beau film, assez émouvant sur sa famille, sur tout le process de comment on parle d'une œuvre sans le photographe, comment on arrive à retranscrire un peu la vision du photographe sans qu'il ait pu il ait pu l'exprimer lui-même, quoi, en fait, avec un départ de manière prémature. Il y avait quoi d'autre D'ailleurs, Paul, on a visité dernièrement dans le dernier épisode de Podcast Vision, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ceux qui sont dans le chat.
Le métier, c'est sur le métier de tireur-filtreur avec Diamantino Quintas. Et du coup, il nous a montré plein de photos de Gilles Caron. Du coup, c'était quand même incroyable de voir ça. Il préparait une expo, justement, donc, qui va du coup être annulée, je pense. Mais une expo sur justement le travail de Gilles Caron. De voir et je pense aussi, il y a aussi tous les, ou en tout cas beaucoup, mais il y a tous les documentaires que Depardon il a fait. Alors faut aimer son écriture et la manière dont il traite ces sujets, mais tous les documentaires qu'il a fait en tant que vidéaste, je trouve ça intéressant parce qu'il les a fait avec une démarche de photographe. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, et dans sa démarche et dans la manière dont il crée les documentaires avec sa femme, c'est très intéressant et les sujets sont à chaque fois très bien traités, donc en particulier la série Paysans, la série France et tout ça. Il y a pas mal de trucs à voir intéressants. Je sais pas où on les trouve, mais bon, il suffit de taper Depardon sur Google et vous allez bien vous trouver. Ouais, il y a plein de... Des avis pas mal divergents quand même sur Depardon, ça dépend. C'est comme tu dis, c'est soit on aime vraiment son écriture, soit on n'aime pas. Mais je dirais que j'avais vu moi le film Les Habitants de Depardon, où il filmait tout simplement des habitants dans toute la France et il les laissait parler. Voilà, c'était le film. Moi j'ai bien aimé. Mais je comprends qu'on puisse trouver ça conceptuel et pas forcément comprendre, mais il a toujours eu cette démarche de tout simplement témoigner. Ça n'a jamais été quelqu'un, il parle dans ses bouquins, mais il parle très simplement et il laisse toujours les gens témoigner. Et le concept de ce documentaire-là, justement, est assez ouf, de se dire que du coup, il avait cette petite caravane qu'il trimballait partout dans toute la France et qu'il allait voir des gens qui étaient dehors en train de discuter. Il leur disait, est-ce que ça vous embête pas juste de finir cette conversation à l'intérieur? Et finalement, ce documentaire, au-delà de juste d'être un documentaire, c'est un peu que des photos juste de la France, des gens qui existent, parce qu'on a souvent cette tendance à se limiter à son entourage ou en tout cas à sa passion, et ça nous permet de voir un peu l'étendue des êtres humains qui composent la France dans leur nature et tout ça. Donc moi j'avais bien aimé aussi. Raymond Depardon. Cool. Paul, tu voulais continuer sur d'autres films? Tu avais d'autres idées? Il y avait 2-3 trucs. Un truc qui est accessible tout de suite, gratuitement, je pense à une série de la BBC qui s'appelait Imagine. Il y en a un sur William Klein et un sur grand photographe aussi couleur, William Eggleston. Donc si on tape William Eggleston Documentary, je pense c'est The Colorful Mr. Eggleston. Série de la BBC, Imagine. Et après, l'autre, c'est Many Lives de William Klein. Ça, c'est 2 vidéos de 50 minutes documentaires qui sont accessibles gratuitement sur YouTube. Ça, c'est cool. Sur YouTube aussi, il y a les vidéos Naoness, les Photographers in Focus. Donc là, même d'un point de vue esthétique, c'est vachement beau parce que les vidéos Naoness sont toujours assez belles. Et là, du coup, c'est des focus sur des photographes, sur leurs pratiques. Alors, ça va de Jeff Hall à Viviane Sassen. C'est toujours des photographes vraiment bien établis, qui ont des choses super intéressantes à dire. Et on rentre parfois dans leur studio, on les voit parfois travailler, on les voit en plein, voilà, pleine réflexion sur leur travail. C'est assez intéressant, c'est une interview filmée. C'est assez cool. Ça, pareil, c'est gratuit sur YouTube. Et sinon, il y a 2 autres films vraiment bien que j'avais beaucoup aimé. C'est le film sur Gary Winogrand, All Things Are Photographable. Tout est photographiable. J'ai pas pu le voir. Est-ce qu'il est disponible en France maintenant? Lui, il serait disponible sur l'Amazon peut-être américain, mais sinon, il s'achète en film, je pense. Ok. Et en autre film aussi sur un photographe, le film sur Harry Gruyère, photographe Magnum couleur. Ça, c'est de Gerrit Messiaen. Et lui, il doit pouvoir s'acheter, il doit pouvoir se commander. Mais sinon, les autres sont gratuits sur YouTube. Juste JM sur le chat qui demande s'il est lu ou pas, qui nous demande si on connaît Johan van der Keuken. Alors personnellement non, vous connaissez les gars de votre côté? Non. Moi non plus. Mais écoute, si tu peux nous en parler, JM, avec plaisir. Salut Tariq aussi, il y a Rikutaku qui est arrivé. Yo les gars. Tariq, un photographe de rue basé à Paris aussi, je vous conseille d'aller voir son taf sur Instagram, il a le même pseudo. Du coup, cool. J'espère que ça vous a plu cette partie. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos références sur le chat. On va passer à la dernière partie. Après, bien sûr, on peut revenir sur ces sujets au fur et à mesure, même à la fin. Si vous avez des questions, on peut revenir sur des sujets sans problème.
On va passer à la dernière partie, Augustin, si tu peux switch la slide qui s'appelle confinement administratif. Confinement administratif, bon, du coup, je vais vous envoyer des liens pareils sur le chat. Alors, JM, il nous dit c'est un Hollandais documentariste mort. Bon, ok. Il nous faut une petite ambiance quand même avec le mort entre parenthèses. Mais on ira voir Johan van der Keuken. Yes, merci en tout cas, JM, pour la ref. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez tous le statut d'auto-entrepreneur de votre côté, les gars? Moi, je suis sous contrat, je suis en CDI à Clé Production. Ouais. C'est très bien. Et du coup, ça va vous concerner tous et aussi les photographes et artistes sur le chat. En ce moment, confinement oblige, c'est compliqué, hein, économiquement parlant. Il y a pas mal de photographes qui bossent en corpo, dont moi d'ailleurs, qui bossent avec des agences événementielles, des agences de presse, etc., de com, et du coup, tous les événements sont annulés, donc c'est très complexe. Ouais, Will, c'est un peu mieux quand tu mets la light comme ça, c'est pas mal. J'ai installé un studio dehors, là. Du coup, je vais vous envoyer en tout cas deux liens. C'est un article de Pierre Morel avec des liens et ressources pour tenter d'y voir plus clair sur les différents dispositifs fiscaux et sociaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce genre de choses. Alors, on va attendre parce qu'il y a un avion qui passe derrière toi, Will. Très très sympa. C'est un délicat. Je vais vous l'envoyer juste après quand j'aurai fini de parler. Il y a aussi un article d'Air Bruges, qui est une avocate et qui a un blog qui s'appelle Droit et photographie. Et c'est un article qui concerne toutes les commandes annulées. Du coup, c'est intéressant parce qu'on a tous et toutes des commandes annulées en tant que photographe en ce moment. Thibaut qui nous dit Will, t'as pas de maison. Effectivement, non. C'est pas le cas. Et autre chose qui est pour le coup vraiment une chose intéressante pour tout le monde, on aura une aide pour les auto-entrepreneurs de 1 500 €. Alors attention, cette aide elle sera attribuée à partir du 31 mars. Il va falloir déclarer sur le site, je lis mes notes parce que je ne connais pas le site par cœur, la Direction Générale des Finances Publiques. Okay. Mais tout ça, il y a une condition pour avoir cette aide de 1 500 €, c'est qu'il faut qu'il y ait une baisse de 70% par rapport à mars de l'année dernière, à mars 2019. Voilà. Donc, si vous avez ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes et artistes en ce moment. J'espère que vous avez charbonné l'an dernier, les gars. Voilà. Vous pouvez demander cette aide de 1 500 € qui est quand même cool. Je vous conseille un groupe qui, d'ailleurs, Paul m'a fait découvrir, un groupe Facebook qui s'appelle Devis Excel GPLA. Ça, c'est le nom du groupe. Et en fait, vous aurez toutes les news concernant les solutions administratives et économiques pour vous, les photographes et artistes. Ok. Dernier point, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'aide Adobe, de la capacité de... Ouais, j'ai vu des photographes qui commencent à poster là-dessus, ouais. En vrai, on va avoir 2 mois gratuits. C'est exactement ça, tu as tout résumé. Voilà. Pardon. la démarche... Alors, merci, allez, moi je fais. La démarche, c'est sur le site Adobe, du coup, vous allez dire que vous annulez votre abonnement parce que c'est trop cher, parce que vous payez trop cher. Et du coup, tout simplement, vous allez avoir 2 mois gratuits selon votre abonnement. Ça peut être Photoshop, Lightroom, ça peut être InDesign, blablabla. Donc, c'est quand même assez cool pendant 60 jours au moins de ne pas payer cet abonnement-là. Du coup, avec tout ça, j'espère que vous allez avoir pas mal de solutions administratives pour vous en sortir. Il ne reste plus qu'à rester patient de notre côté. Nous, ce qu'on peut faire en tant que photographe, oui, tu demandais tout à l'heure qu'on parle de ce sujet-là, c'est justement d'éditer. Donc l'editing, qui est une part importante chez tous les photographes. C'est le moment de regrouper vos séries, c'est le moment de classer, de retoucher vos photos. Du coup, les gars, j'ai une question pour vous. Comment, de votre côté, vous archivez, vous éditez, vous retouchez vos photos? Charlie? Très mal. J'archive très mal. C'est le bordel. Et justement, effectivement, c'est vraiment l'occasion, je pense, de faire ce que beaucoup, je pense, je ne dois pas être le seul, ne font jamais. C'est-à-dire, trier, archiver, essayer de un peu remettre de l'ordre un peu dans tout ce qu'on a produit, parce que bon, ça s'entasse dans les disques durs. Des fois, on veut retrouver un fichier ou un shoot et on a un peu de mal. Et pour ce qui n'est pas forcément sur Lightroom, je parle plutôt
pour la vidéo notamment, quand il faut retrouver des rushs, c'est un peu l'enfer quand c'est mal archivé. Du coup, ouais, ce serait. Si certains ont des techniques infaillibles pour je sais que bien Paul, archiver. est quand même assez chaud dans l'editing. Sans forcément parler de support, mais juste en termes de comment trier, bien agencer les dossiers et tout. Parce que c'est un peu lourd à Paul, force. je vous laisse répondre si vous avez des réponses. Moi, comment je fais ça? En gros, j'ai un disque géré SSD. Tu sais, les petits SanDisk là, sur lesquels j'ai mes projets en cours, et donc du coup je bosse en permanence dessus. Et en fait, quand j'ai fini mes projets, donc quand je les ai terminés, envoyés au client, ou quand je rentre d'un voyage que j'ai fini d'éditer, en fait je les mets sur des gros disques SATA de 6 ou 8 Tera. Donc en fait j'ai un dock dans lequel je mets mon gros disque et en fait je décharge mes trucs dessus. Et donc là j'en suis à peu près, depuis que j'ai commencé ça, j'en ai fait à peu près, j'en suis à mon 7e. Et du coup en fait comme ça j'ai mes gros disques qui sont chaque côté, qui sont à peu près classés. Ça équivaut à peu près à un an, à peu près presque un an de travail. Et du coup ça me permet de retrouver tous mes fichiers. C'est pas forcément la meilleure technique parce que je fais pas de miroir de mes disques, mais sinon tu es obligé de les doubler, les tripler au niveau des sauvegardes. Après, je sais qu'il y a des très bonnes solutions avec tout ce qu'on appelle RAID, donc c'est des disques qui sont calés en miroir. Après, de toute façon, faut pas se leurrer, il n'y a pas de solution parfaite, dans le sens où au fur et à mesure on accumule les datas. Ce qui est très important par contre, alors il faut pas le faire tout le temps, mais par exemple je le fais sur des projets pro, c'est que je clean mes catalogues une fois que j'ai fini mes trucs, une fois que j'ai tout sorti. Ce que j'aime pas dans ce catalogue, et je sais que je reviendrai pas dessus, et ben du coup je le supprime, ce qui m'allège quand même énormément. Ça, je le fais jamais, tu vois. Et du coup, c'est gênant. Enfin, c'est gênant. Ça pèse, quoi. Parce que quand t'as un shoot, tu reviens d'un event et t'as fait 1000 ou 2000 photos, et ben si tu cleans pas après, ça prend une place folle, quoi. Alors juste, avant que Paul prenne la parole, on va juste voir un peu ce qui a été écrit sur le chat. On a quelques messages. Thibaut nous dit, ça reste assez flou encore pour l'aide de 1 500 €. Apparemment, certains secteurs sont concernés et le calcul est basé sur l'encaissement à la facturation de mars 2019 vs 2020. Ouais, c'est ça. C'est assez flou et je pense qu'on aura la réponse le 31 mars, comme je le disais, Thibaut. Donc ça devrait arriver assez rapidement. Tariq, il y a pas mal de cours gratuits aussi sur le lien que je t'ai envoyé. Du coup, je vais envoyer le lien de Tariq, effectivement. C'est jusqu'à demain, il me semble, donc il va falloir se dépêcher. Et Clément aussi nous dit, il me semble qu'Adré avait fait une vidéo sur le tri des photos. Adré Lamine, c'est dictateur du rangement, lui. C'est un photographe, vidéaste, etc., qu'on retrouve sur Instagram et qui a fait des vidéos et des podcasts, qui sont très cool sur la photo, et je vous conseille. Et du coup, il a fait cette vidéo sur le tri des photos. Du coup, allez voir ça aussi. Là-dedans, Toi, Paul, comment tu fais de ton côté? Ça s'en approche un peu de William pour ce qui est du numérique. C'est-à-dire disque. Par contre, moi, je fais en miroir. Enfin, en RAID du coup, sur des disques classiques, voilà. Et après, un peu de cloud. Un peu de cloud, ouais. Ouais, surtout cloud et des disques en miroir pour le côté digital. Donc ça, c'est pour l'archive. Après, ouais, ça c'est pour l'archive numérique. Et après l'argentique, c'est des classeurs, les négatifs avec les planches contact. Voilà, le truc classique. Donc des classeurs à ranger. Cool. Et le mieux dans un endroit sec. Après, voilà, les systèmes de conservation varient. Mais voilà, planche contact, négatif, dans des classeurs. Pour ce qui est de l'editing, les gars, je sais que Paul, toi, t'es team Photoshop. Est-ce que vous êtes plutôt Lightroom de votre côté, Charlie et William? Ouais. En fait, Lightroom pour la retouche de base, classique. Et si je dois aller dans du... tu vois, si par exemple, photo de produit au hasard de basket, de chaussures, il y a cleaner quelque chose sur une photo ou quoi, si c'est un peu relou à faire sur Lightroom, je vais passer sur Photoshop, mais c'est vraiment pour de la retouche de ce genre-là, sinon c'est Lightroom. Parce que je sais qu'en école de photo, j'en avais parlé avec beaucoup de photographes, notamment Paul, une autre photographe qui s'appelle Marguerite Bornhauser. Je sais qu'à Arles, dans les écoles comme ça, Arles ou les Gobelins,
souvent on apprend à retoucher ses photos sur Photoshop. Et Lightroom est un peu laissé de côté. Je sais pas si c'est vraiment le cas, Paul, ton expérience quand tu étais chez Gobelin. Mon expérience des Gobelins, ouais, après, elle s'est tournée essentiellement sur Photoshop parce que voilà, c'est le logiciel de retouche professionnel, entre guillemets, pour voilà, les retoucheurs qui veulent en faire leur métier. C'est vraiment la référence Adobe. Maintenant, après, je pense chacun retouche là où bon lui semble un peu. Maintenant, c'est vrai que ouais, moi, j'ai toujours été à l'école Photoshop. Voilà. Après, c'est les avis divergent là-dessus. Hein. Ça dépend de vraiment ce que tu veux faire, je pense. Plus... Yes. Toi, Will, tu fais des tutos, d'ailleurs, tu peux en parler sur Twitch en ce moment. Alors, pas nécessairement pour l'instant sur Lightroom et Photoshop, mais tu as une chaîne Twitch que je vous conseille de suivre absolument sur des tutos. Ce sera plutôt sur After Effects, toi, de ton côté? Ouais, alors juste pour rebondir sur la question de Lightroom et Photoshop, moi perso j'utilise Lightroom pour le côté catalogue, donc ça veut dire pouvoir voir toutes mes photos, pouvoir les organiser, pouvoir les choisir, pouvoir les trier rapidement, pour pouvoir les développer entre guillemets, et du coup ajuster tout ce qui est contraste, colorimétrie et tout ça, pour faire quelques retouches aussi, puisque tout ce qui est dégradé, c'est intéressant. On peut quand même faire quelques trucs sur Lightroom. Ensuite sur Photoshop, quand effectivement on veut passer à de la retouche plus lourde, quand on veut remplacer des objets, effacer des trucs, des détails, quand on veut ajouter un traitement un peu plus poussif ou même aller jusqu'au traitement un peu graphique, j'utilise Photoshop aussi pour faire les petits panoramas, tu sais, les 10 photos là, pour pouvoir les découper. Je fais mon montage sur Photoshop. Et du coup, là, j'aimerais bien me mettre à les retoucher sur After Effects, carrément, pour pouvoir faire que des photos qui bougent et pas forcément qui soient statiques. Et effectivement, je me suis mis à faire des streams. Je me suis dit que c'était que pendant ce confinement, si je pouvais me rendre utile, je sais qu'il y a plein de gens qui sont solo chez eux. J'ai plein de potes qui sont solo, qui me disent putain mec, c'est la guerre et tout, c'est trop chiant. Et je me suis dit je sais qu'il y a déjà un ou deux potes qui voulaient apprendre After Effects à la base, et je me suis dit, si je les reprends pour un ou deux, autant que je le fasse pour tout le monde. Et du coup, je me suis lancé un peu comme toi sur Twitch, avec des débuts un peu, pareil, un peu chaotiques, tu vois. Et, on peut le dire, ouais. Non, mais c'est parfait, hein, ton lancement. Mais donc, du coup voilà. Il n'y a pas que After Effects. C'est parfait, mec. C'est parfait. J'en ai fait deux sur After. Là, aujourd'hui, du coup, je reste pour Super Light, que je trouve que c'est une super initiative. Et à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va faire un peu Lightroom. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent déjà beaucoup Lightroom, donc je ne sais pas encore exactement. Je fais des sondages sur Insta pour savoir ce qui peut être intéressant à faire. Et ensuite, Photoshop, première. Pourquoi pas ouvrir Capture One, pourquoi pas aller ouvrir DaVinci Studio, c'est des logiciels que j'ai déjà ouverts et moi ce qui m'intéresse c'est aussi que les gens n'aient pas peur de se lancer dans les logiciels en fait. Souvent ils ont peur, ils ouvrent le truc et là bim, il faut se prendre un tuto de 6 heures qui va te coûter $50 pour pouvoir au moins arrêter d'avoir peur du truc, et donc du coup voilà, je me suis lancé là-dedans et c'est intéressant. C'est grave ça, le logiciel vidéo t'ouvre, des fois ça fait très très peur. Surtout After, c'est bien After que tu fasses, je trouve ce genre de un peu comme tu dis, comment dire, que ce soit qu'on ait plus peur en fait de l'interface déjà et de le prendre en main quoi. Non mais c'est ça, et en fait c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui on est tous nos propres commerciaux, nos propres graphistes, on doit tout faire un peu nous-mêmes, et donc du coup je trouve ça intéressant de se dire tiens, je vais apprendre à faire bouger un peu de texte et du coup de me faire des petites stories, je vais apprendre à faire un ou deux effets pour pouvoir faire mes trucs, et c'est surtout ouvrir la possibilité de création des gens au final, et vu qu'on est tous un peu dans le même cas, voilà. Ça cool. Désolé. Alors juste un truc, je vois JM qui a réagi, qui nous dit je tâcherai d'arriver plus tôt. Qu'est-ce que tu nous as envoyé avant? Comme j'ai pas tout suivi, vous faites des images en ce moment sur le sujet. Tu parles du confinement, j'imagine. Là, on parlait de, oui, effectivement, ça, on parlait de ça au début. Tu auras la rediff si tu veux justement nous entendre débattre autour de ça, justement sur le confinement créatif. Tu maîtrises vraiment le geste à la perfection. C'est magnifique. Ouais, non, mais en fait c'est parce que j'ai le bras gauche plus faible que le bras droit. Et donc, mais là, il te faut un ingé lumière. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, tu pourras checker ça dans la rediff. On en parlait du confinement créatif au début. Il y a Thibaut qui nous dit, vous connaissez des formations sur la lumière continue en studio? Oui, est-ce que tu connais?
est-ce que je connais des formations sur la lumière continue en studio? Ça dépend ce que tu veux faire en lumière continue. Mais qui dit lumière continue dit lumière, et donc finalement c'est un peu comme des flashs, sauf qu'au lieu de les déclencher, ils sont tout le temps allumés, donc c'est encore plus simple de les modeler. Juste ce qu'il faut, c'est que tu aies des lumières continues de qualité, dans le sens où il ne faut pas qu'elles fliquent. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a beaucoup de LED qui fliquent quand tu les shootes, mais ça c'est plus par rapport à la qualité de la LED. C'est aussi par rapport à la fréquence, mais en vrai il y a beaucoup de choses sur YouTube que tu peux trouver sur la lumière continue. Tu tapes how to photoshoot with continuous light par exemple, genre, et je suis sûr que tu vas trouver balle de trucs. Après, tout dépend ce que tu cherches, et c'est des choses plus spécifiques, mais je pense que tu peux trouver assez facilement, sachant qu'en plus tu te débrouilles déjà pas mal avec ton projecteur, tu fais de très jolis portraits, et donc il y a déjà de la lumière continue. Cool. Ce qui n'est pas le cas de la light chez Will d'ailleurs. Oui, par contre, ouais. Alors, moi, il n'habite pas chez lui, hein, Will, hein. Il habite dans une cour. Moi, il me faut un tuto. C'est un peu complexe. J'ai squatté une cour. Je suis au four là, et en fait, voilà, j'ai des clients après. Donc, Bon, en tout cas, merci pour vos interventions dans le chat. Juste, on passe à la dernière partie après l'archive, le côté archive des photos, l'editing. Du coup, après, il faut mettre ces photos sur son site. Je voulais voir avec vous sur le chat aussi, vous pouvez répondre là-dessus. Quel site d'hébergement vous utilisez? Est-ce que vous utilisez WordPress? Moi, j'utilise perso quelque chose qui s'appelle Forma, F-O-F, comme Forma, vous n'avez pas besoin de les play. Vous, de votre côté, comment ça se passe? Moi, je fais un peu de tout. J'avais fait WordPress, j'avais fait Squarespace, et là, je suis chez Forma aujourd'hui. Et Squarespace, Forma, les deux se valent. Je pense après, c'est juste une question d'affinité des templates. WordPress, c'est plus simple si tu veux faire un peu de code et tout. Après, je pense, voilà, les solutions vitrines, tu as vraiment plein de types de sites. Mais Forma, ouais, moi, j'aime bien. JM qui nous dit diffusion Hans Lucas. Merci en tout cas aux photographes du collectif Hans Lucas. J'avais mis un lien vers le live tout à l'heure, qui sont présents, les photographes qui sont là. Toi, Charlie, tu as aussi une formation tu gères un peu niveau graphisme. Comment ça se passe pour ton site graphisme? Justement, en fait, j'ai fait un peu de développement web et j'ai pas de site. D'accord. Donc c'est assez ouf. Mauvais exemple. Très mauvais exemple. Il est en cours de développement. Il y a peut-être des personnes dans le chat qui sont là, des potes à moi, qui vont m'aider justement. Il y a Lei qui traîne par là, ouais. Ouais. Et du coup, c'est des copains de Gobelins qui vont m'aider. Justement, c'est un autre type c'est notre approche à faire un site sur mesure. Donc c'est complètement différent. Dites-nous sur le chat d'ailleurs, vous êtes team WordPress, team Forma, team Squarespace, team on construit notre site de nos propres mains. Dites-nous un peu sur le chat comment ça se passe pour vous. Toi, Will, tu es sur Format aussi? Je suis sur Format aussi. J'ai fait WordPress beaucoup parce que j'avais envie de bidouiller au début un peu de code et faire un truc un peu sympa comme j'aimais bien, avec des petites fonctions, des trucs pour m'amuser. Et au final, je suis revenu sur Format parce que au final, sur mon site, ce que je voulais présenter, c'était mes photos. Au final, je voulais pas. Et puis, il y a eu aussi après le début des réseaux sociaux et tout le monde s'est vachement rabattu sur les réseaux sociaux. Finalement, les sites sont devenus un genre de carte de visite. Je sais que par contre, il y a des gens qui posent beaucoup sur leur SEO, sur leur référencement, quand on tape photographe, telle ville, on les trouve. Là, c'est le moment, les gars, on va bosser là-dessus. Là, pour moi, c'est pas le cas. Donc, si tu veux, j'ai un site qui me sert de carte de visite et principalement, clairement, on est aussi, Insta finalement devient aussi le reflet de travail, même un peu plus mis à jour souvent par rapport à mon site, quoi. Ouais, après ça c'est une question délicate aussi. Est-ce qu'on utilise Insta en folio? Et je pense que après c'est un avis peut-être perso, mais moi jusqu'ici je l'ai fait et je me dis la qualité des visus est vraiment pas folle. On peut pas trier les photos. Si un client veut chercher un truc spécifique, c'est quand même difficile. Et voilà, je dis ça et j'ai pas de site. Je suis très mal placé, mais jusqu'ici je l'ai fait. J'ai fait comme je viens de dire de ne pas faire, mais c'est vrai que c'est un peu délicat au final.
Pour moi, d'avoir il Ouais, faut mais, différencier les deux. Je sais pas ce que vous en dites, mais Instagram, pour Ouais. moi, ça reste un réseau social, un réseau de partage. Et Ouais. un site, c'est là où tu vas pouvoir justement construire tes séries. ouais, mais ça reste un médium. Ça Ouais, c'est un reste un médium. médium, mais c'est beaucoup plus Finalement, construit. finalement, présenter ton travail. Au final, quand tu es photographe, tu cherches à présenter ton travail. Donc, avant, c'était les expos, les livres. En fait, tu pourrais avoir ton site internet, ça pourrait être un bouquin. Tu pourrais dire aux gens, vous voulez voir mon site internet, allez à la Fnac et achetez-le. Enfin, dans le sens où, Bien finalement, sûr. bon, en tout cas, c'est dans mon point de vue, c'est un médium. Quand on voit, par exemple, alors, JR, il avait son site, mais son médium, c'était les murs et ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on fait de l'image. Moi, par exemple, j'aimerais bien que mon site internet ce soit Netflix et que j'ai un documentaire dessus, tu vois. Mais Mm. au final, tout dépend si tu sépares le professionnel de finalement le créateur. Le créateur, il a juste besoin d'un médium, il n'a pas forcément besoin d'un site. Le professionnel qui a besoin de gagner de l'argent, il va avoir besoin d'un site pour présenter professionnellement ses travaux et que ses clients puissent avoir des références. Mais tu vois, de plus en plus, de plus en plus, je suis d'accord avec toi, JM, et on reviendra dessus après, mais je vais expliquer mon point de vue. Mais si tu veux, un professionnel aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des demandes sur des gros projets. On m'a envoyé un mail. On m'a dit: Salut William, j'ai été sur ton site, il y a des trucs cool. On a tel projet. Est-ce que tu peux me faire une sélection spécifique par rapport à ce projet au niveau de ton inspi? Est-ce que tu peux me l'envoyer en mode PDF pour qu'il puisse le présenter au client? Parce que moi, sur mon site, la manière dont j'ai organisé les trucs, ils ne veulent pas passer par tous les trucs. Donc, si tu veux, au final, c'est juste une manière de présenter son travail. Et je trouve que Instagram, même si ce n'est pas un livre, ça reste un médium. Alors, il faut s'adapter à la taille, il faut s'adapter à tout ça, mais ça reste une manière de présenter son travail. Bien sûr. Ça reste une manière. Alors, soit on est bordélique, soit on est hyper rangé, soit on est graphique, soit on est tout ce qu'on veut, soit on est expérimental. Mais c'est une manière comme une autre de montrer son travail. Pour les gens qui qui font exclusivement du digital et pour qui la taille n'est pas un problème, ça m'étonnerait pas qu'un mec me dise: j'ai pas de site, j'ai que Insta, et que je puisse voir la qualité de son travail sur Instagram. La taille n'est pas un problème, on retiendra Ouais, ça. clairement. Je pense que c'est Non, d'accord, ok, merci. Non, je pense que, en fait, non, mais comme tu disais, Insta aujourd'hui, je pense que c'est la solution la plus rapide pour qu'on comprenne en fait ce que tu fais en termes de photos. Genre, t'as un feed et en une seconde, tu arrives sur le profil de la personne, tu as compris en fait du moins une partie de son travail. Et comme disait Will, au final, sur l'aspect commercial, de toute façon, les campagnes, les projets, au final, de toute manière, les gens veulent un PDF ciblé sur un truc qu'ils ont vu de ton travail, d'une série. Ils veulent voilà, l'entièreté du truc. Et derrière, après, je sais pas, moi, je suis quand même très lié à l'objet du livre en soi. Et ah oui. Effectivement, dans la photo dite artistique, parce que ça veut tout et rien dire aujourd'hui, on a quand même quelques étapes dans une vie de photographe, et sortir un livre, c'est quand même l'étape supérieure après avoir commencé à penser à des séries, à des projets. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Après, peut-être que j'ai une vision un peu classique des choses, mais pour moi, c'est comme faire une expo, faire sa première expo, sortir un livre, ça fait partie des étapes chez tous les photographes qui ont une vocation artistique. Voilà. Parce que vous ouais, mais au final, ça rejoint surtout, ça rejoint surtout dans quelle case tu veux rentrer au final. Parce que oui. Quand tu regardes, la case dans laquelle tu veux rentrer, c'est la case Alors attention, je déteste les cases, mais dans la case du photographe de galerie, dans le sens où au final tu seras représenté par une galerie et ainsi de suite. Je pense que aujourd'hui, faire un livre, alors il faut voir en termes de production. Je ne suis pas très calé. Je sais que Paul, toi, tu en as déjà sorti un ou deux. Et même en auto-édition, ouais, voilà, mais même s'ils n'étaient pas dans les rangs de la Fnac, et ben, ça restait des bouquins. En fait, un livre reste l'objet. Alors, c'est vrai que par contre, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas saisissable. En fait, on arrive à le voir, mais on n'a pas forcément ce ressenti, on n'a pas forcément un choix de mise en page que toi, tu as choisi. Mais c'est peut-être plus parce que toi, tu as une sensibilité par rapport au fait de créer un objet, de créer quelque chose qui reste dans le temps, qui va vivre chez les gens pendant longtemps. Moi, toutes les photos que j'ai sur Instagram, au final, les photos qu'on fait aujourd'hui, les contenus qu'on fait, ils vivent 2 jours. Tu vois, ils vivent une journée. Oui, c'est pour ça. Quand tu fais le buzz, ça vit 3 jours. Moi, j'ai des bouquins sur mon bureau, ils vivent tout le temps. Et le mec qui a fait les photos, clairement, son objet vit tout le temps parce qu'il est chez moi. Et c'est vrai que du coup, Instagram, c'est des vies qui sont très éphémères.
qui sont très, très sporadiques. Okay. Et donc, je pense que c'est plus ce rapport-là. C'est peut-être parce que la manière dont tu fais ta photo et la manière dont tu veux que les gens la vivent, ce soit quelque chose qui soit plus pérenne et que ce soit. Et c'est comme les expos. Les expos, c'est quelque chose de très. On salue la voisine. Ouais. C'est quelque chose qui est lié au contexte. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans une expo, tu plonges les gens dans ton univers. Alors que quand tu es sur Instagram, il n'y a que les yeux qui sont dans l'univers. Il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas toute la mise en scène, il n'y a pas les objets que tu as mis. Donc, c'est plus. Mais, tu vois, c'est vraiment terme d'expérience, quoi. Après, par exemple, moi, j'avais interviewé Simon Baker, qui est le directeur de la MEP, qui est un des plus gros musées de la photo en Europe et dans le monde. Et lui, il me disait qu'il sélectionnait les artistes et les photographes en fonction des premières auto-éditions et des premiers livres. C'est-à-dire que tout ce qu'il regardait, il ne pouvait pas regarder des photos sur un site, sur un objet un peu froid, c'est-à-dire sur un ordi, sur une tablette, etc. Il pouvait vraiment, il sélectionnait que les photographes par le biais du livre, justement. Donc c'est quand même intéressant, voilà, c'est quelqu'un qui gère le plus gros musée, un des plus gros musées de la photo du monde, donc son avis quand même compte. Je ne sais pas toi si Paul, justement, tu peux nous parler de tes premières expériences en auto-édition. Ce que tu en as pensé, comment tu les as créées, ces auto-éditions, et comment tu vas les créer aussi dans le futur. Ça s'introduisait plus dans la démarche que William décrivait un peu. Je l'avais fait de manière un peu naïve. Je crois que j'en avais fait d'ailleurs qu'une, c'était en 2015. À la base, c'était dans le contexte de projet d'école. Donc, c'était en fait, j'en avais fait une qui était dans le contexte de concours que je devais faire pour éventuellement entrer dans des écoles. Et en fait, le projet physique que j'avais fait, donc c'était une seule édition ou deux, c'était juste à présenter, on va dire, à des gens que j'allais voir en jury. La diffusion, elle s'est faite sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, en fait, et les gens qui me disent « Ah, est-ce que tu vas en faire plusieurs? Est-ce que tu vas la sortir ?» Qu'en fait, du coup, il y a eu un engouement pour l'objet physique. Mais la communication, elle s'est faite par Internet, tu vois. Donc, en fait, c'était les deux médiums c'est assez marrant. Les deux se sont liés parce qu'au final c'était des photos du livre avec des pages ouvertes et tout, et les gens étaient là ah ouais trop bien et tout. Et à ce moment-là je me dis attends pourquoi pas en sortir quelques-uns, et c'était à ce moment-là que du coup j'avais repris le mode en fait la maquette que j'avais fait, et j'en avais imprimé 200 je crois que j'avais sorti en 2015. Et ça m'a fait tilter récemment quand une personne que j'ai recroisée, je crois que ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue, m'a dit « Ah mais putain, j'ai déménagé et j'ai retrouvé ton édition, tu vois. » Et là, je me suis dit, en vrai, en fait, les objets, dans l'idée, comme dit William... si je ne l'ai pas chez moi, là. Dans le coin, là. C'est vachement... Ouais, il y a un côté pérenne qui m'attire beaucoup. Et après, il y a aussi la contrainte et l'idée de comment, en fait, tu arrives à transmettre ta vision, tu vois, de la photographie ou de ta série à travers un objet physique. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve. C'est assez cool. Ouais, carrément. Au-delà de ce que vous en pensez sur la photo. Ce que vous en pensez sur le chat. Est-ce que vous êtes lié quand même à l'objet physique du livre? Est-ce que pour vous, ça a une importance? Dites-nous un peu les gens ont l'air de dire que c'est important, que c'est une belle expérience d'avoir un bouquin. Ouais, puis tu vois, je pense que au-delà de se dire tu fais un livre, tu vas faire... je trouve en fait, il n'y a pas forcément de règles dans l'idée où tu peux faire une petite édition de 5 pages. Enfin voilà, ça dépend de toute façon toujours du projet, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé d'en imprimer 4000, de le diffuser comme tu disais à la Fnac, Will. Enfin, tu peux le diffuser ou par toi ou par des libraires indépendants. Enfin, après, c'est vachement, je pense, flexible. Il ne faut pas se mettre des cases en mode je fais un livre édité par un éditeur. Hein. Non, je pense que si tu veux auto-éditer les trucs, si tu veux diffuser des trucs, tu le fais en fait, dans l'idée où si tu veux vraiment faire un objet imprimé, il n'y a pas d'échelle particulière. C'est faisable en fait. Ouais, il n'y a pas d'échelle. Si tu veux faire un truc microscopique, tu veux faire un grand truc. Même juste offrir des tirages à sa famille, c'est cool quoi. Ils sont trop saucés et c'est une expérience des deux côtés en fait. Moi, les premiers tirages que j'ai fait pour la MIF ou quoi, ça a été pris d'une certaine manière, et de mon côté c'était une belle expérience aussi de pouvoir tirer et de voir sur papier et de voir un peu le ressenti de la personne en face, tu vois. Cadeau de Noël.
Ouais, bah ouais. Ça marche toujours. Sian SB sur le chat et nous dit bien sûr, tu ne regardes pas un livre ou un tirage de la même manière que sur un écran de tel. Ouais. Et ouais, et ça en dit tout, tu vois, sur le fait que comment ta photo elle est perçue. Après, mais après c'est vachement, ça varie. Sauf que du coup, je vais encore faire le relou, c'est-à-dire le mec qui doit allumer la lumière toutes les 20 secondes et le mec qui a un truc à dire. Mais tu mets un tirage, ok, imprimé, un 40-60. À côté, tu mets un écran, le meilleur vraiment, l'écran, t'as le truc que t'as jamais vu, genre la qualité, genre tu dois t'approcher et tu dis, ok, pareil, la même taille, 40-60. Parce que là, on parle de taille, mais est-ce que si tu mets un 40-60 imprimé d'un côté et que tu mets un 40-60 sur un écran, alors oui, clairement, l'écran nous sépare du physique, puisque ce sont des pixels. Ok, mais est-ce qu'on parle d'une taille, juste de la taille, ou est-ce qu'on parle de tu vois? Pour moi, c'est pas juste la taille, justement. C'est la sensation d'avoir du papier. Moi, je pense que c'est la sensation, parce que ça peut être une carte postale et du coup un écran géant. Je pense qu'en fait, il y aura, le rapport sera pas du tout le même, quoi. Tu peux mettre un écran de télé gigantesque et je pense que c'est aussi culturel. Je pense qu'il y a un aspect sociologique, culturel dans l'idée que voilà, l'objet physique tu l'as en main, l'autre tu as l'impression que tu peux appuyer quelque part et il va avoir une autre image en fait. Et je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de galeries, et, par exemple Nikon Plaza qui avait fait une expo ensemble, qui du coup font des expositions digitales en ce moment. Et je peux pas dire, en tout cas moi dans mon ressenti, je peux pas dire que je ne ressens rien. Si la photo me fait ressentir un truc, qu'elle soit imprimée, qu'elle soit sur un écran, qu'elle soit... Alors, ça va changer le contexte. Dans le sens où, par exemple, quand je vais au Plaza, je vais pas dans une expo où quelqu'un va me montrer son univers. Je vais au Plaza, je sais que les photos sont sur des écrans, mais ça m'empêche pas de m'arrêter sur des photos et de me dire, petite claque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas l'objet. C'est pas l'objet. C'est pas un objet où je me dis cet objet existe comme un tableau. Tu vois, souvent les tableaux, c'est un objet qui existe, il est unique, et c'est bien pour ça que les tirages photos ils sont limités, parce que forcément tu limites la diffusion de l'objet, donc ton objet est rare, et donc il y a certaines photos qui sont très rares et qui sont qui vivent en tant qu'objet. Mais c'est la différence entre l'image elle-même que tu as faite et l'impact qu'elle peut avoir, et ensuite l'objet. Bon les gars, en tout cas, c'est très intéressant ce débat. Il est bientôt 20h. On va sortir, aller applaudir les aides-soignants, les infirmières à 20h. C'est important. Ouais. C'est important. J'espère en tout cas que le live vous a plu. Sur le chat, n'hésitez pas à réagir si vous avez des dernières questions à prendre 2-3 minutes pour y répondre. Si jamais, sinon on va en tout cas couper le live et vous allez pouvoir retrouver de toute façon la rediff sur, comme je vous l'ai dit au début, sur Twitch pendant quelques jours et aussi sur YouTube à vie. Donc là, pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Je pense beaucoup, voilà. Il y a pas mal de personnes qui sont allées partir manger. On a quand même encore quelques personnes sur le live. Merci à vous en tout cas les gars, Will, Charlie, Paul. Merci à toi. Merci à toi, c'est chaud. Franchement, c'est défonce. À quand le prochain, dit Thibaut? Attends. Et écoutez, le prochain, ça sera bientôt, si ça vous chauffe en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram et sur les réseaux pour savoir si ça vous a plu. Le prochain, on aura sûrement comme invité un certain Jonathan Bertin qui va venir avec nous parler un peu de tous ces sujets-là. On va essayer de varier aussi, de ne pas parler uniquement de confinement, mais aussi des interviews avec des photographes, un peu comme on le fait déjà dans le podcast. N'hésitez pas, du coup, justement, c'est le moment d'aller écouter les podcasts, un médium qui est fait pour ça quand on est chez soi, tranquille, et on veut justement se concentrer sur quelque chose. N'hésitez pas à aller écouter tous les podcasts qu'on a fait depuis quasiment 1 an. Et ben voilà, en tout cas, merci à vous sur le chat d'être restés jusqu'à la fin. Un live de qualité avec beaucoup d'infos, très cool. Merci Phil. Fait plaisir. Ouais, merci à Léo. Écoute, merci à toi. Un petit mot de fin, juste, restez chez vous et écoutez Podcast Vision. Important. Merci Augustin. Tu peux couper le live. Merci Augustin. Ciao. Bye. Les gars.